Lorsque l'on est chef d'entreprise, difficile d'imaginer faire une pause dans son activité pour devenir parent. Être chef d'entreprise, c'est avoir déjà consacré tout son temps à façonner son projet professionnel, son premier bébé, à son image. Alors quand vient l'envie d'un projet de parentalité, c'est parfois très compliqué de revoir complètement son organisation, ses habitudes et de faire de la place pour l'arrivée d'un enfant. Pour certains, c'est aussi la peur de manquer de temps, la peur de perdre ses clients ou aussi la peur de ne plus avoir de rentrée d'argent. Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours d'Amandine Lantelme, qui se définissait comme workaholic et qui a dû réinventer son organisation pour faire de la place pour l'arrivée de son premier enfant, Antoine. Amandine est aussi globe-trotteuse et nous parle aujourd'hui de Malmö, en Suède, où elle est installée depuis 2020. Et je suis Amélie Richard, je suis business coach finance et vous écoutez Business et moi, le podcast. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Eh bien, bienvenue Amandine. Déjà, je suis ravie de t'accueillir au podcast de Business et moi. Alors, on se connaît depuis une dizaine d'années maintenant, je crois. 14, je pense. On s'est connus à travers un réseau féminin sur Aix-en-Provence qui était génial. Et voilà. Alors, Amandine, est-ce que je peux te laisser te présenter? Oui, avec plaisir. Alors, j'ai 35 ans. J'ai eu mon premier fils, du coup, il y a 5 mois. J'ai vécu dans pas mal de villes et de pays différents. En fait, j'ai commencé donc, je suis de Grenoble. J'ai vécu en Irlande, à Toulouse, à Paris, à Lille, à Aix-en-Provence, à Lyon. Et là, je suis en Suède, à Malmö, près de Copenhague, dans le sud de la Suède, pour suivre mon conjoint qui travaille chez Ikea. Donc voilà, j'ai la chance en fait d'être freelance, donc consultante en stratégie et image de marque, dans le marketing et la communication. Et c'est très pratique parce que du coup, je peux travailler de n'importe où, avec des clients qui sont n'importe où aussi. Ouais, ça fait combien de temps que tu es à Malmö maintenant? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. En fait, on est arrivé juste après le premier confinement. En fait, on devait venir en mai. Pierre devait même commencer en mars en fait. Et c'est là qu'il y a eu le confinement. Et en fait, il est parti une semaine avant le confinement. Et ensuite, on a retardé un peu le départ à août, du coup, et voilà, c'était en 2020. Je commence à remonter, effectivement. Et alors, ce que j'aimerais bien, c'est revenir un petit peu en arrière et voir un petit peu ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat. Et je voudrais vraiment repartir en arrière et voir quel enfant tu étais, en fait. Oui, c'est assez drôle, d'ailleurs. J'en parle assez souvent avec des copines qui me connaissent d'avant, il y a longtemps. Parce que du coup, c'est assez improbable ce que je suis devenue et ce que je fais comme métier aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'étais très, très timide, au point de ne pas oser aller acheter du pain, en fait, à la boulangerie, de peur de parler, quoi. Oui, d'accord. J'étais première de ma classe quand j'étais en primaire, par exemple, mais je n'osais pas participer et c'était traumatisant pour moi de prendre ma parole devant les autres. Et j'avais quand même des amis, hein, mais voilà, un petit comité, on va dire. Et ensuite, voilà, quand je suis collège, lycée, toujours pareil. Après, j'ai fait un IUT. Là, on a commencé à faire beaucoup d'exposés, etc. Donc, j'ai commencé à me détendre un petit peu, bien que ce chute était très compliqué quand même. Et petit à petit, après, voilà, j'ai fait une école de commerce, en marketing. Et forcément, voilà, en école de commerce, on faisait énormément de travaux de groupe, d'exposés aussi, etc. Et puis je me suis détendue petit à petit jusqu'à en fait arriver à un métier qui nécessite de parler devant des gens, en petit comité aussi, parce que souvent en fait on est 2-3, mais ça arrive que je doive présenter mon travail devant, je sais pas, 10 personnes du comité de direction d'une entreprise, d'une grande entreprise. Et aussi, voilà, je suis devenue aussi au fil de l'eau, juste par le biais des connaissances, c'était pas un souhait de départ, mais je suis devenue intervenante en école aussi. Donc forcément, donner des cours devant 35 élèves. Et puis faire des conférences aussi, là, par le biais des réseaux notamment, dans lesquels on s'est connus, mais dans lesquels on m'interviewait, etc. Donc finalement, je me retrouve à beaucoup parler, ce qui est toujours pas ma force non plus,
mais je prends du plaisir dans le sens où c'est ma passion. Enfin, je pars de ma passion. Tu as trouvé ta zone de confort. Tu avais des idées justement de ce que tu voulais faire plus tard quand tu étais enfant? J'avais ma tante qui était orthophoniste, donc ça m'intéressait, mais c'était juste une idée comme ça, hein, je savais pas trop. D'accord. J'ai jamais eu de rêve, entre guillemets, c'est plus au collège que j'ai fait mon stage de troisième, je crois, chez elle. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et puis ensuite, comme beaucoup d'étudiants qui savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, je me suis orientée vers une filière large. L'IUT qui ouvre la porte à beaucoup de choses, c'était un IUT gestion des entreprises très large dans lequel on pouvait continuer après en master. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, en école de commerce, il y a vraiment tous les métiers pratiquement. Donc, du coup, c'était assez large et ça m'a permis de trouver ma voie petit à petit et de me rendre compte que j'étais attirée par le marketing. Mais j'ai quand même fait l'erreur au début de m'orienter vers le marketing produit qui nécessitait beaucoup d'analyse de chiffres, de tableaux, etc. Et c'était vraiment pas du tout mon truc. Donc voilà, au bout de 2 ans, en fait, pour moi, il fallait que je m'accroche. On m'avait dit oui, c'est dur de travailler. Donc c'est normal que ce soit dur, alors que j'avais la boule au ventre tous les matins, etc. Et on m'avait dit c'est normal. Donc je me suis dit ok, bah c'est pas grave. Donc j'en ai fait plusieurs des stages et puis jusqu'à me rendre compte que non, c'était pas ça. Mais que le marketing m'intéressait quand même, et donc je me suis orientée vers le marketing stratégique après, plus qu'opérationnel. Et c'est là que je suis arrivée à ça, à ce que je fais aujourd'hui. D'accord, ok. Et donc, ton début de carrière, finalement, tu es partie directement donc, sur le marketing de stratégie. Tu as commencé à travailler. Oui, du coup, donc en stage, c'était plus marketing opérationnel. Et ensuite, j'ai trouvé un poste à Lille, mon premier CDI à Lille, en agence de design, packaging, communication. Et en fait, j'étais planeur stratégique, donc c'est un métier que je connaissais pas. Même en école de commerce, on ne le connaissait pas. C'est plutôt un métier de la com. En fait, maintenant en école de communication, je donne des cours de planning strat, donc c'est plus connu. Mais pas trop en école de commerce quand même. Et donc, le lien, en fait, entre mon métier d'avant et celui-ci, c'est que je conseillais des clients qui étaient comme moi, chefs de produit avant, en fait. Donc, je connaissais leurs besoins, etc. Et je bossais encore beaucoup dans l'agroalimentaire, comme dans mes stages, beaucoup sur du design packaging, etc. C'était ça le lien. C'est comme ça que je suis arrivée à ce métier. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux expliquer concrètement en quoi ça consiste? Oui, en fait, à la base, c'est un métier qui existe beaucoup dans les grandes agences et dans les grandes entreprises pour accompagner des marques qui ont besoin de communiquer de manière différenciante et claire. Et en fait, quand tu as, je sais pas moi, 100 personnes qui doivent communiquer sur une marque, forcément, tu as intérêt à avoir une communication structurée, une stratégie structurée, que tu saches à qui tu t'adresses, comment, etc. Donc, en fait, la stratégie de marque à la base, c'est beaucoup utilisé effectivement dans le B2C, donc les business to consumer, les grandes marques agroalimentaires, cosmétiques, etc., luxe et autres, parce qu'il y a énormément de concurrence dans ces secteurs-là et que justement il y a beaucoup de personnes qui communiquent, qui doivent communiquer, et donc c'est indispensable. Mais du coup, ce métier-là est arrivé petit à petit en fait dans tous les autres secteurs, donc le B2B aussi, pour des entreprises de toute taille et même si on n'est encore pas très nombreux à utiliser ces techniques-là, ces outils-là pour des PME, c'est quand même de plus en plus le cas dans le sens où il y a de plus en plus d'anciens planeurs stratégiques, consultants en branding et stratégie de marque qui se lancent à leur compte et qui se rendent compte que niveau éthique, c'est beaucoup plus agréable aussi et humain de collaborer avec des plus petits clients et puis d'aider des projets qui ont plus de sens à émerger, on va dire. Et donc finalement, mon métier, en fait, c'est d'accompagner les entreprises de toute taille et les entrepreneurs individuels, d'ailleurs, dans leur définition de la stratégie de différenciation et de positionnement. Donc, quelle est leur valeur ajoutée par rapport aux autres acteurs du marché et comment concrètement, après, ils la valorisent au travers des outils de communication. Donc, dans le discours, dans le nom, dans l'identité visuelle, le site, etc. Donc, tu as commencé finalement à travailler pour des grands groupes. Derrière, tu as travaillé directement en agence ou pas forcément? Oui. À Lille, c'était une agence et ensuite à Marseille un petit peu aussi. En gros, pendant 3 ans, j'ai travaillé en agence. Donc, pendant 2 ans, j'étais chez l'annonceur, comme on dit dans le jargon, en entreprise. Donc, dans l'agroalimentaire. La laitière chez la Lactalis Nestlé et sur Ben & Nuts chez PepsiCo. Et j'ai travaillé à Toulouse aussi en stage avant.
Et ensuite, donc, je suis allée à Lille donc là, en CDI pour le coup, en tant que planeur stratégique de l'agence. Ensuite, Marseille. Et c'est là que je me suis lancée à mon compte. Parce qu'en fait, dans ce que j'ai pas expliqué, c'est à part Paris, Lille, c'était assez exceptionnel d'avoir un poste de planning stratégique. Souvent, ils sont à Paris, en fait, les postes de planning stratégique, parce qu'ils existent que dans les grandes agences. Bon, il y en a un peu à Lyon aussi, mais enfin, c'est pas, voilà, il y en a pas beaucoup dans les autres villes. Et en fait, en cherchant du coup un poste dans le sud, donc nous, on voulait aller à Aix-en-Provence, c'est un projet de vie, et puis il y a eu une opportunité professionnelle. Et en arrivant dans le sud, comme beaucoup de marketeurs qui sont à Paris, c'est très très fréquent dans le groupe Mes Bonnes Copines, il y en avait énormément. On se rend compte qu'il y a vraiment pas grand-chose. Et donc c'est là que j'ai commencé à travailler en tant que chef de projet dans une agence de com, mais c'est pas du tout le même métier, c'est vraiment de la coordination, chose que je fais quand même aujourd'hui et que je faisais quand même avant, mais c'était pas la plus grosse partie de mon travail. Et donc je me suis rendu compte que non, en fait, j'aimais vraiment mon travail et de consultante en stratégie et image de marque, et du coup je me suis lancée à mon compte en 2014 pour cette raison. Tu créer finalement directement ton job, du moment que tu n'arrivais pas à trouver de job en tant que salarié, finalement tu as réussi à monter ta boîte. C'est ça. Ça te plaisait vraiment. À la base, c'était quand même censé être facile dans le sens où même si je vivais à Aix-en-Provence, je pouvais travailler en freelance pour des agences parisiennes. Donc, au début, mon plan, c'était juste de travailler en freelance pour de grandes agences encore, pour de grandes marques. Et j'avais pas encore l'idée d'accompagner des PME à l'époque. Exactement. Donc, comment tu t'es lancé? Finalement, tu t'es lancé plus dans un état d'esprit, je vais être sous-traitant. Je vais faire vraiment du freelance plutôt que de créer vraiment une activité à part entière. C'est ça. En fait, à la base, d'ailleurs, c'est marrant, il y a une guéguerre entre freelance entrepreneurs. Il y a beaucoup de freelances qui se considèrent pas comme des entrepreneurs à part entière et des créateurs d'entreprises et qui disent non, moi, je suis juste freelance. Mais en fait, on gère une entreprise quand même au final. Mais c'est vrai que la posture de base du freelance qui est sous-traitant, c'est un peu non, voilà, j'ai pas besoin de site web, etc. Bon, sauf que moi, mon métier, c'est quand même ça pour le coup, et que la création d'identité, de marque. Donc, je me suis quand même fait violence en le faisant. Ceci dit, j'ai pris du plaisir à le faire. En fait, avant de me lancer, du coup, j'ai participé à un programme qui s'appelle Oser entreprendre. Je ne sais pas s'il existe encore, mais bon, c'était sur Bitfall. Et du coup, je me suis fait accompagner, j'ai fait mon business plan, j'ai trouvé mon nom, bien sûr, c'était mon métier, créé mon site, etc. Et j'ai tout bien fait pour aussi prouver un peu ce que je valais aux agences. Exactement, c'est un peu ta vitrine, finalement. C'était un peu mon portfolio, mais plus, parce que souvent les freelances, pour le coup, envoient juste un portfolio PDF, et c'est ce que je faisais au tout début, mais assez vite été créé une identité de marque. Et même si c'était pas une société au sens où j'étais en micro-entreprise, pour moi, j'étais quand même pas juste freelance quand même et entrepreneur, et ça s'est vérifié dans le sens où après j'ai changé, on y viendra après, mais j'ai changé de statut, et effectivement, et le fait de changer de statut n'a pas changé la vision que les gens avaient de moi. C'est le statut, c'est une chose, mais j'avais déjà créé cette identité de société, on va dire, de cabinet avant. Exactement. Et au moment de ta création, est-ce que tu te rappelles, justement, en 2014, dans quel état d'esprit tu étais? Est-ce que tu étais sereine, justement, par rapport au lancement de cette activité? Est-ce que tu te rappelles un peu Oui, je me rappelle. Ce qui est assez étrange, c'est que j'ai jamais eu trop confiance en moi, et en même temps, j'étais sûre que j'allais y arriver. J'avais pas vraiment peur de pas trouver, et ça s'est vérifié parce que j'ai envoyé quelques mails aux grosses agences parisiennes, lyonnaises, etc. et j'ai eu des missions assez vite. Oui. Par contre, au bout de 3 mois, je crois que c'est juste que la période faisait qu'il y avait moins d'activité, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai eu un creux et j'ai plus de boulot pendant 2 mois, 2-3 mois. Oui. Et là, pour le coup, tout mon entourage m'a dit, OK, trouve un CDI, du coup, parce qu'au début, j'avais dit, j'essaye de me lancer en freelance en attendant de voir s'il n'y a pas un poste en CDI super, etc. Et puis, j'étais pas arrêtée totalement sur le fait que je voulais être freelance. Je m'étais dit que j'allais tester. Et finalement, donc j'ai eu ce creux d'activité, et j'avais pas de budget du tout à la base, j'avais pas de trésorerie. Mauvais, très mauvais. Je me suis lancée, j'avais rien. Et il y a pas l'emploi ou pas? J'avais quand même l'aide, oui, ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'en fait, j'ai eu la chance de profiter d'un plan de départ de licenciement économique de l'agence de Lille à l'époque, alors que je voulais partir en même temps. Donc c'était vraiment juste que ça a bien coïncidé.
Donc, j'ai eu quand même l'aide de Pôle emploi pendant 2 ans. Et c'est vrai que tu en as parlé notamment récemment de cette aide. Mais voilà, effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui est juste le seul problème, par contre, c'est que entre-temps, j'ai quand même bossé un peu. Après, je me suis rendu compte que finalement, non. Ensuite, je me suis lancée, mais le temps de me lancer, il me restait plus que quelques mois d'aide. Et en fait, au moment où j'ai eu le creux d'activité, j'allais plus rien avoir du tout, un mois après, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le creux d'activité. Donc là, tout le monde me disait, bon, cherche un CDI. Donc, et moi, non, j'étais sûre que ça allait marcher. Et effectivement, ce qui est fou, c'est qu'en janvier, en fait, j'ai plus jamais eu une seule semaine sans projet de ma vie, en fait, à partir de ce moment-là. Alors qu'avant, oui. Tout s'est débloqué. Est-ce que c'est une histoire de posture et de croyance, et je ne sais pas. Oui, effectivement, tu t'es peut-être dit à un moment donné, en fait, j'ai pas le choix. Ouais, c'est peut-être ça. Et du moment que tu n'as pas le choix, en fait, tu fais tout pour y arriver. Et l'énergie aussi, je pense, c'est différent. C'est-à-dire que peut-être que même, dans ma manière de me présenter, etc., peut-être que j'étais encore plus convaincue et plus convaincante, peut-être, je sais pas. Non, complètement. Le chemin a été long depuis 2014. Qu'est-ce que tu as comme plus grande fierté depuis que tu es à ton compte? Enfin, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, j'ai été pas mal interviewée bizarrement dans des podcasts, alors que c'était pas ma démarche à la base. C'est par le biais de mon réseau qu'on me contacte. Et du coup, moi, je me trouve pas inspirante, mais j'ai l'impression que certaines personnes peuvent se dire que je peux apporter quelque chose en termes de partage d'expérience. Donc, c'était quand même assez sympa. Et j'avais organisé aussi avec Aix-en-Provence pas mal d'afterwork Malte, freelance. Et je partageais très, très souvent mon expérience et je sais que j'ai aidé pas mal de freelance à se lancer, même des concurrents, entre guillemets, qui sont devenus partenaires. C'est-à-dire que des consultants en branding, futurs consultants en branding m'appelaient en me disant, oui, j'aimerais faire comme toi. Comment t'as fait? Et au lieu de me dire que ça va être des concurrents, je me suis dit, OK, avec plaisir. Et en fait, j'ai créé un petit collectif après qui s'appelle Brandstormers avec ces personnes et d'autres concurrents, entre guillemets. Et en fait, on est devenus partenaires et maintenant, je travaille avec eux. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, j'avais eu un trophée aussi grâce à mes bonnes copines et à Entrepreneuriat, parce que c'est Caroline à l'époque, trophée de l'entrepreneur positif. C'était pour me remercier, entre guillemets, de fédérer un réseau dans la région. Parce que c'est vrai que je bossais avec énormément de partenaires régionaux à tous les niveaux, que ce soit en graphisme, développement web, photo, produits, objets publicitaires, je pense à Smartcom, etc. Enfin, énormément de personnes qui étaient notamment dans l'entrepreneuriat aussi. Ouais. Et en fait, c'était ce côté aussi. J'ai toujours fait le choix, par contre, je vais aller en reparler après, mais de ne pas créer de société avec des salariés fixes et de pouvoir être flexible sur les personnes avec lesquelles j'allais travailler pour créer des équipes sur mesure selon les projets. Exactement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas répondre aux mêmes besoins au final qu'une agence, mais vraiment l'idée c'était de mettre les bonnes personnes sur le projet. Et aussi, pour moi, de ne pas être que dans le management et dans la gestion d'une entreprise, parce que j'ai beaucoup échangé avec mon ancien chef, directeur d'agence à l'époque, qui m'avait dit que lui, sa passion, c'était son métier et qu'il ne pouvait plus trop l'exercer à cause de ça, en fait. Complètement. Et justement, le fait d'être toi, donc sans associé, sans salarié, donc vraiment solopreneur comme on appelle également, est-ce que tu as eu des difficultés par rapport à ça? Alors, si j'avais été toujours seule sans partenaire, je pense que je me serais démotivée. En fait, quand je suis seule, parce que je l'ai fait beaucoup au début, quand même, travailler seule sur un projet, face à une entreprise parfois dans laquelle tu as justement 10 personnes en face de toi, tu es seule. Tu as beaucoup plus de pression, en fait. Je me sentais moins à l'aise, on va dire, parfois. Même si, justement, tu es obligé de te battre encore plus, mais c'est moins agréable, on va dire. Et là, je vois la différence maintenant, étant donné qu'on s'en fait quand même plusieurs années, je le sais. Mais je collabore beaucoup sur les projets. Ce qui est sûr, c'est que je collabore dans tous les cas, tout le temps avec un graphiste, souvent avec un développeur web, mais maintenant, même aussi sur la stratégie. La rédaction. Enfin, en fait, je vais faire vraiment appel aux personnes, aux bonnes personnes, aux bons spécialistes sur les sujets que je gère un peu moins ou que j'ai moins envie de travailler. Et oui, c'est sûr qu'on est beaucoup plus motivé déjà. Et je me sens pas seule du tout, alors que pour le coup, je les vois pas forcément. C'est beaucoup du travail à distance puisque je suis en Suède. Exactement. Et même avant, j'étais pas en espace de coworking. Enfin, j'y allais régulièrement, mais pas tous les jours.
D'accord. J'ai toujours très bien travaillé chez moi. Et j'ai toujours détesté les contraintes. Donc le fait d'avoir X minutes à pied, même si c'était pas très très long, ça m'énervait un peu. J'aimais bien être flexible. Et aujourd'hui, j'ai jamais ressenti cette solitude que ressentent énormément de freelance, pour en avoir discuté avec eux. Parce que du coup, j'ai toujours fait beaucoup de visio, même si ça remplace pas toujours, il faut se voir de temps en temps. Mais j'ai toujours fait beaucoup de visio, appels, WhatsApp, échanges sur Slack. Là-dedans. Tu étais précurseur là-dedans. C'est vrai. Mais oui, mais c'est sûr qu'avec le Covid, ça a accentué ça. Mais oui, je le faisais déjà à la base. Et j'ai eu de la chance parce que derrière, justement, tout le monde s'est mis à faire ça et ça posait plus du tout de problème. Oui. Mais je fais partie de collectif, tu vois, un Lyonnais. Alors justement, si tu peux nous en parler un petit peu, justement. Ouais. Alors effectivement, tu as beaucoup de partenaires avec lesquels tu travailles. Comment tu fais justement pour les rencontrer à la base? Ouais. Alors, il y en a donc, comme Edouard notamment, qui m'ont contacté pour avoir des conseils pour se lancer à leur compte. D'accord. Et c'est devenu un partenaire, donc. Ouais. Claire, par exemple, c'était par le biais de Malte, parce qu'elle organisait aussi des afterworks sur Nice et moi sur Aix-en-Provence. Albina, c'était une ancienne de CDA Design, et j'ai beaucoup travaillé en freelance pour eux, et elle était salariée chez eux, donc on s'est rencontrés comme ça. Fanny, qui est dirigeante fondatrice de l'agence Make for You, avec qui je collabore énormément aussi, qui est donc directrice de création à la base, pas stratège, mais justement on est complémentaires. Et donc je l'ai rencontrée sur Facebook parce qu'elle a posté un message sur un groupe de Planner Strat en disant je cherche quelqu'un pour collaborer. Et c'est fou parce que du coup on n'a jamais vécu dans la même ville, mais ça fait 6 ans, je pense 5 ans qu'on collabore et que ça se passe très très bien. Et voilà, quand on se voit, en fait, pour nous, on fait partie de la même équipe et de la même agence, en fait. Alors que j'ai aussi une activité en dehors, mais ça n'empêche pas. En fait. Ah, c'est génial, c'est génial. Donc ça, c'est ces partenaires-là. Après, les collectifs, par contre, c'est par le biais de freelance, en fait. Ce qui est assez fou, c'est que Brainstormers, donc le collectif que j'ai créé autour de la stratégie de marque, c'est donc des gens qui m'ont appelé, etc. Mais il y a aussi une fille que j'ai rencontrée dans un atelier sur l'intelligence collective qui voulait se former à ça. D'accord. Et qui est devenue facilitatrice en intelligence collective. Et donc, elle était en études et elle avait un tuteur. Je l'ai fait intervenir pour monter le collectif Brainstormers en m'aidant avec des outils d'intelligence collective pour qu'on partage nos expériences. Et là, elle m'a fait rencontrer donc son tuteur Christophe qui m'a fait rentrer dans le collectif Archipel Pieuset qui était naissant en fait à l'époque. Et donc ce collectif-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque réseau que j'ai apporte quelque chose de différent. Ce collectif Archipel Pieuset, en fait, on œuvre autour de la transformation des organisations au sens large, entreprises, collectivités, etc., vers des modèles plus durables, plus responsables, plus respectueux du vivant au sens large. Et donc ce collectif précisément m'apporte tous ces projets éthiques et aussi des compétences complémentaires que je n'ai pas, justement pour aller plus loin. Oui. Donc quand j'ai un client et que je bosse sur le branding, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent être spécialistes, je sais pas moi, d'économie circulaire, du biomimétisme, de plein de choses très très larges pour le coup qui peuvent apporter quelque chose d'autre à mon client et pour aller plus loin dans un modèle plus vertueux, on va dire. Et je fais partie aussi, donc ça c'était ma seconde famille, comme je dis tout le temps, à Lyon, bien que on se voyait pas forcément tout le temps, mais on fait on appelle ça des rituels en visio chaque semaine, on parle beaucoup sur Slack. Bien sûr, depuis mon congé maternité, j'ai mis en pause, mais je vais y revenir. Et je fais partie aussi d'un autre collectif, là c'est plus récent, Digital Green Tourisme. Là pour le coup, c'est toujours green, donc voilà, on est encore sur des projets éthiques, mais autour du tourisme. Et là, c'est par le biais d'une ancienne cliente qui est devenue une amie d'Aix-en-Provence, Virginie, qui m'a fait rentrer dans ce collectif, alors qu'au début, je lui avais dit non, mais j'en ai trop. Je ne vais pas arriver à gérer et tout, mais c'est intéressant. Enfin, là, en ce moment, on essaye de répondre à des appels d'offres autour du marketing territorial. Tu vois, comment apporter comment valoriser un territoire au travers de son image et puis de d'une stratégie touristique aussi plus responsable. Ok. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que finalement, même si tu exerces seul,
tu arrives à être ultra entourée et à créer finalement les opportunités. Tu me disais tout à l'heure, tu as créé également des réseaux où tu faisais des rencontres avec Malte, En fait, ça n'a jamais été réfléchi. Ça a toujours été, enfin, comment dire, c'est fou parce que ça a toujours été tout intuitif, mais j'imagine que dans mon cerveau, il y a des liens qui se faisaient inconsciemment, tu vois. Mais je me suis jamais posée en me disant, ok, je vais créer ce collectif-là, etc. C'était vraiment de l'envie sur le coup. J'ai envie de créer Brandstormers, voilà. Je commence petit, puis on verra ce que ça donne. Et à chaque fois, ça a été juste de l'intuition, et au final, de la bonne intuition, dans le sens où, comme je le disais, j'ai vraiment jamais manqué de projet, même, on en reparlera sûrement, mais après le projet maternité en revenant. Ouais. Je sais par ailleurs que tu arrives à évoluer au sein de ton job, mais aussi sur toutes les valeurs personnelles. Tu fais pas mal de formations à côté de ça. Oui, c'est vrai qu'on en a fait une ensemble. Ça a commencé chez Entrepreneuriel quand les professionnels du bien-être et du développement personnel m'ont demandé de les accompagner. Et elles n'avaient pas forcément beaucoup de budget, donc comme j'étais intéressée par ces sujets, j'avais commencé à faire des échanges de services. Donc avec Perrine notamment et Julie, sophroanalyse et hypnothérapie. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à travailler sur moi. Et bien sûr, quand tu commences à tirer le fil, j'avais énormément de choses à travailler, comme beaucoup de personnes, mais en tout cas, c'était finalement, je me suis rendu compte que voilà, ça n'allait pas juste être le temps d'un échange de services et qu'il fallait que je continue après. Donc, j'ai beaucoup fait d'échanges, même avec des coachs aussi. Pour le coup, là, la formation PNL, c'était un échange de services au début. Et finalement, coaché, voilà. Donc, j'ai découvert plein de disciplines. J'ai commencé à faire du yoga aussi. Donc, ça va un peu, c'est un peu tout dans le final. Ça te permet de trouver ton équilibre? À la base, c'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal à m'arrêter de travailler. Je travaille beaucoup trop. Je regrette pas parce que c'est grâce à ça, sûrement, j'imagine qu'aujourd'hui, je peux me permettre de moins le faire. Mais j'ai quand même frôlé le burn-out plusieurs fois au début, les premières années. Et j'arrivais pas forcément à dire non, en fait, alors pas parce que j'avais envie de gagner beaucoup, hein, c'est juste que tout m'intéressait. Qu'en plus, je me sentais super utile et que au travail et que j'étais reconnue et que je pense que côté ego, tu vois, il y a des choses qui sont valorisantes qu'on n'a pas eu, je sais pas pourquoi, parce que j'ai une enfance heureuse à la base, mais en tout cas, il y a des choses comme ça qui viennent combler un manque, j'imagine. Et donc, j'étais un peu workaholic, comme on dit. Et en fait, oui, j'ai commencé à vouloir un peu ralentir lors du décès de mon frère en 2016, déjà. Parce que j'avais pas le choix aussi, mais voilà, j'ai ressenti le besoin de ralentir à ce moment-là. Et puis j'ai eu des signaux que mon corps m'a envoyés, justement après le décès de mon frère, mais c'était pas que lié à ça. Une tendinite d'Achille que j'avais déjà eu 10 ans avant, qui m'a obligée à prendre des béquilles tellement c'était fort. Pendant des mois, j'avais des problèmes, j'ai toujours, mais un peu moins, j'avais des problèmes d'estomac, de dos, tous les maux en fait liés au stress habituel. Et donc voilà, c'est grâce à ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça, et même si ça n'a pas marché tout de suite, entre guillemets, l'efficacité forcément elle n'a pas été là tout de suite, mais petit à petit j'ai commencé à trouver un équilibre meilleur, et effectivement grâce notamment au yoga. Et puis il y a des petites choses toutes bêtes comme tous les soirs avant de dormir, noter les 3 choses positives qui se sont passées dans la journée. Super, t'arrives à t'y tenir. En fait, par contre, ce qui est compliqué, c'est que souvent, je m'y tiens quand ça va pas trop. Et dès que ça va, je lâche un peu. D'accord. Et c'est ça qu'il faudrait éviter, je pense. Parce qu'après, du coup, je pense que tu peux retomber dedans. Mais oui, du coup, en fait, c'est surtout pendant ma grossesse que j'ai pas eu le choix du tout, tellement j'étais malade, en fait, et stressée. Et donc, j'ai tellement pas eu le choix que là, pour le coup, j'étais vraiment obligée de méditer tout le temps, plusieurs fois par jour. Ah, mais c'est bien. Ce qui m'a appris à avoir une régularité, et je pensais pas en être capable, et finalement.
Bon, c'est super, c'est super. Et justement, ton désir, enfin votre désir à ton conjoint et toi d'avoir un enfant, comment tu as réussi à déjà le réfléchir par rapport à ton entreprise? Est-ce que tu as réussi à laisser de la place et à te dire, je vais faire une place pour un enfant dans toute cette aventure? Alors à la base, celles qui m'écouteront pourront confirmer. J'en parlais à toutes les femmes qui avaient un enfant freelance en leur disant mais comment vous faites, c'est la galère. Donc je pensais que c'était pas possible. Enfin, j'avais envie d'avoir un enfant dans le principe, mais je voyais pas comment parce que je travaillais je sais pas 10 heures par jour, enfin et Voilà, même le c'est ça. week-end des fois, le soir jusqu'à 3 heures du mat. À l'époque c'était un peu n'importe quoi. Donc effectivement, je voyais pas trop comment ça allait être possible, alors que mon conjoint en voulait depuis un moment. Et il me disait, mais c'est pas possible, là, tu vas pas y arriver à gérer, effectivement. Mm. Et en fait, bon, c'est donc malheureusement, on a mis longtemps à y arriver, puisqu'on a dû faire un film au final. Ouais. Mais j'imagine que, comme toujours, la vie fait les choses bien aussi, dans le sens où peut-être qu'avant, j'aurais pas été prête à lâcher. Alors que là, j'étais arrivée à un stade de mon entreprise au bout de 7 ans, dans lequel je me sentais vraiment à l'aise dans l'idée de m'arrêter plusieurs mois. Et je savais, j'étais vraiment sereine, je savais très bien que j'allais retrouver des clients derrière par le biais de mes partenaires qui n'allaient pas me lâcher. Hein. J'avais confiance en eux. C'est vraiment pas évident ce moment, effectivement. Toi, tu dis, tu es passé par une FIV. Bon, après, tu as des raisons médicales parfois qui en font venir jusque-là, mais tu as l'aspect psychologique aussi qui est hyper important. Moi, je vois pareil, on a mis 2 ans et demi pour avoir petit Lucas, mais derrière, c'est le jour où j'ai démissionné, en fait, de Capri, quand je bossais, que véritablement, je suis tombée enceinte. Donc, des fois, l'aspect psychologique, encore plus quand on est entrepreneur, puisqu'en fait, c'est un bébé que tu mets en route. Ton entreprise, voilà, tu la façonnes, tu y passes beaucoup de temps, donc des fois, c'est pas évident d'arriver à faire une place en fait là-dessus. Oui, c'est sûr qu'à la base, je n'avais pas du tout la place. Après, il y avait des problèmes médicaux, comme tu le dis, voilà. Mais il y a les deux. Les médecins nous avaient dit il y a des soucis médicaux, mais c'est pas impossible non plus. Oui. Et il faut se laisser le temps de cerveau disponible et puis oui. Que le corps, entre guillemets, soit réceptif à ça, alors que moi, j'étais vraiment toujours dans le boulot et je prenais pas de temps, à part quelques fois en vacances, de lâcher. Quoi. Et justement, toi, il y a eu un déclic par rapport à l'organisation. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, je vais pouvoir m'organiser et faire appel justement à mes partenaires pour la période du congé maternité? Comment en fait, ce qui est fou, c'est que ça faisait des années que j'avais ces partenaires-là et que je leur disais que j'allais les faire bosser parce que j'avais besoin, etc. Et je le faisais jamais. Là, je fais une petite dédicace à Claire qui se disait mais pourquoi elle fait pas appel à moi? Juste parce qu'en fait, j'étais tellement prise dans le quotidien et dans cette course en fait frénétique, tu vois, que je ne pouvais même pas prendre le temps de réfléchir à qui je peux mettre sur le projet pour m'aider, tu vois. Donc le côté, j'arrivais même pas à déléguer tellement j'étais dedans en fait. Parce que je devais bosser jusqu'à 3 heures du mat pour finir pour le lendemain et que j'avais pas le temps du coup de demander à quelqu'un de le faire. Exactement. Et donc, je sais plus comment ça s'est fait, mais je pense que c'est donc dans Brainstormers, là, le petit collectif, que petit à petit, donc on parlait, et puis à un moment, j'ai fait appel à l'un d'eux aussi a fait appel à moi sur un projet, je me suis dit, c'est faisable. Et puis petit à petit, j'ai commencé à le faire, et effectivement, heureusement que j'ai commencé 1 an avant, je pense, du coup, le congé maternité, enfin même un peu plus. Parce que le temps que ça se mette en place, d'avoir l'habitude de travailler ensemble et tout, je pense que. Ouais. Mais ça, c'était donc en amont. Là, je savais pas que j'allais tomber enceinte à ce moment-là. Ouais. Voilà. Dans l'amont, je me préparais quand même. Tu avais quand même le projet de naissance. Oui. Et effectivement, tu essayais de mettre en place l'organisation. Oui, du coup, je savais qu'il fallait que je ralentisse. C'est hyper intéressant, effectivement. Tous ces partenaires, comment tu as réussi à les présenter un peu à tes clients? Comment tu as fait pour te dire, à un moment donné, vous n'aurez pas Amandine en face de vous, mais vous aurez une équipe que j'aurais choisie? En fait, moi, j'ai déjà toujours été très cash, un peu trop pour certaines personnes, à tous les niveaux. Donc, du coup, je dis tout à mes clients, même pour le perso, du coup. Tant pis, c'est comme ça. Et puis, ça ne les dérange pas. Du coup, je pense que j'attire les clients qui me ressemblent aussi. Exactement. Mais du coup, oui, j'ai eu, en fait, dès la FIV, j'ai eu un problème déjà hyperstimulation qui a nécessité une petite hospitalisation. Oui. Ensuite, j'ai eu plein de contractions.
très certainement lié au stress aussi, mais enfin bref, et à ma nature de base, mais en tout cas très très forte à partir de janvier jusqu'à mai, quoi. Et clairement, je pouvais plus faire de visio pendant longtemps. Enfin, c'était très compliqué. Et donc j'ai été obligée en fait de dire ça à mes clients et de leur dire mais vous inquiétez pas, on fait partie d'un collectif Brainstormers avec des partenaires qui font le même métier, on a l'habitude de travailler ensemble, etc. Et en fait, c'est comme ça que du coup, je les ai présentés petit à petit. Et j'avais même fait un post sur LinkedIn alors que tout le monde me disait non, mais tu vas pas présenter tes concurrents quand même, après plus personne va t'appeler. Et si en fait j'ai présenté tout le monde un par un en disant les forces de chacun, parce qu'en fait en réalité on n'a pas exactement les mêmes profils et on a des forces complémentaires. Et j'ai envie de dire que si un client, si un prospect veut aller plutôt travailler avec l'un d'eux, tant mieux. Et puis de toute façon il me renverra la balle à un autre moment. Au final, c'est ce qui se passe. Mais voilà. Et au final, ça s'est bien compris, tu vois, alors que ça peut paraître bizarre de dire ah bah je travaille avec des concurrents, mais c'est parce que c'est pas des concurrents, en fait. C'est juste des pairs, en fait. Ah, des partenaires directement. Et alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui voudraient se lancer et qui ont le projet de devenir parents également et qui se posent la question financièrement, comment ça se passe? Alors, toi, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu es passé du régime micro au régime entreprise, donc tu es en URL depuis 2018, hein, je crois. Donc 4 ans après t'être lancé, c'est bien. Derrière, il faut savoir qu'effectivement, le statut maintenant des entrepreneurs est aligné depuis 2020 au statut des salariés. Toi, comment ça s'est passé financièrement? Tu as réussi à anticiper les choses? Déjà, j'ai réussi à changer de statut parce que je commence à dépasser le plafond et que j'avais beaucoup de charges parce que je me déplaçais beaucoup. Ce qui n'est plus trop le cas. À l'époque, en fait, enfin voilà, ça se faisait comme ça aussi à l'époque. Je bossais beaucoup à distance, mais ceci dit, je me déplaçais énormément à Paris, Lyon, et puis ensuite quand j'étais à Lyon, à Aix, genre toutes les 2 semaines, quoi. Exactement. Ouais. Donc j'avais des frais d'hôtel, de déplacement de train, etc. Et donc plus tu as de charges, etc. Enfin voilà, plus c'est mieux c'est de changer de statut et de passer un complètement. Ça te permet d'optimiser. Donc ce calcul-là, voilà, j'avais demandé à ma comptable bien sûr de calcul pour vérifier que c'était viable. J'aurais pu continuer à rester, je pense, en micro-entreprise si j'avais eu un peu la flemme, entre guillemets, hein. Ça aurait été possible. Mais là, je voulais justement ne plus avoir de contraintes psychologiques aux dépenses. Et je voulais pouvoir me dire, OK, je vais prendre un hôtel, parce qu'en fait, au début, j'allais dans des hôtels pas chers. Je me suis retrouvée à un moment dans un hôtel de routier à Aix-en-Provence. Le cadenas ne fermait pas, enfin, la serrure. D'accord. Et franchement, voilà, juste pour faire des économies. Et en fait, la semaine d'après, je me suis dit, OK, non. En fait, je vais investir, comme tout le monde, comme les vrais consultants qui ont 50 ans, qui faut payer leur service plus cher. Je vais augmenter un petit peu mes tarifs et puis et je vais me prendre des vrais hôtels parce que le confort, c'est important, surtout que je bossais tard en plus. Exactement. Donc, quand tu vas tomber, quoi. Donc ouais, ça s'est bien passé au final parce que à ce moment-là, j'ai gagné mieux, donc j'ai pas perdu, mais c'est vrai que, étant donné que tu as plus de cotisations, etc., tu gagnes pas beaucoup plus d'un coup, quoi. Exactement. Donc, c'est sûr qu'il faut pas s'attendre voilà, c'est pas parce que le chiffre d'affaires est plus élevé que tu gagnes beaucoup plus. Mais chez moi, ça s'est lissé assez bien. Et après, oui, si on peut parler, je sais pas si tu veux parler tout de suite du congé maternité. Oui. Ouais. Alors, le problème, mais moi, c'est très, très particulier, c'est que du coup, je suis en Suède et ma société en France. C'est ça. Je ne peux pas toucher les allocations françaises, mais du coup, je touche des allocations en Suède. D'accord, ok. Donc là, on est vraiment sur une régime particulier. Mais ça revient un peu au même parce que les allocations françaises sont plus élevées, mais moins longtemps. Et en Suède, elles sont moins élevées, mais plus longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment... Enfin, il faut avoir de la trésorerie de côté, quoi. L'erreur qu'on a faite, je dis on parce que j'aurais dû en parler à ma comptable et j'ai pas fait... C'est qu'on a oublié de penser que j'allais moins gagner cette année-là, puisque j'allais accoucher en mai-juin. On a oublié de réduire l'annonce en fait de chiffre d'affaires pour les cotisations. Exactement. Maintenant, tu peux être modulé directement comme les impôts en fait. Ça. Donc là, j'ai été prélevée, si tu veux, là, de 4 000 € par mois, 5 000.
alors que je devais avoir, je sais pas, 20 000 euros de trésorerie sur mon compte pro. Ce qui était bien à la base, sauf que j'avais pas, bon, ça c'est ma faute. J'avais pas anticipé que j'allais être prélevée d'autant, et d'un coup, je me suis rendu compte. Après, j'ai appelé la comptable, elle a donc réajusté. Mais voilà, c'était quand même chaud, quoi. Enfin, là, j'ai assez peu sur mon compte à cause de ça. Alors que ça va rentrer dans l'or plus tard. Mais c'est un peu la première fois en 8 ans que j'ai aussi peu de trésorerie. Et par rapport au congé maternité, justement, le fait d'être entrepreneur, pour toi, c'est une contrainte ou finalement c'est plutôt un avantage? Est-ce que ça te permet de passer plus de temps avec Antoine que si tu avais été salarié? Oui, c'est sûr. En fait, alors là, je vais parler du groupe de mon village, comme on dit quand tu accouches. On dit que tu as besoin d'un village. Bon, bah, nous, je suis dans un village digital avec le programme BizBump. D'accord. Ils font des stories, un podcast. BizStories, c'est un podcast très connu autour de la maternité. Et donc, j'avais pris un programme d'accompagnement à la grossesse BizBump. Et en fait, il y a des groupes de femmes qui accouchent en même temps qui se sont créés en fait, sur cette base. Donc, en fait, je fais partie d'un groupe de 80 femmes qui ont accouché en même temps, depuis avant l'accouchement, depuis la grossesse. Donc, on se soutient à toutes les étapes, puisque nos enfants en plus grandissent en même temps. C'est fabuleux. Et franchement, on est toutes d'accord, hein, on se le dit tout le temps, mais pour dire que c'est vraiment exceptionnel. On est au courant de tout, du coup, ce qu'il faut faire. On a des conseils de chacune. On se soutient psychologiquement parce que c'est quand même pas facile tous les jours. C'est vraiment génial. C'est génial. Et donc, dans ce groupe-là, en fait, il y a beaucoup de salariés, forcément. D'accord. Et les pauvres, en fait, il y en a au bout de 3 mois, 2 mois et demi, donc qui ont dû mettre leur bébé à la crèche et qui n'étaient pas du tout prêtes. La plupart n'étaient pas prêtes, d'ailleurs, et c'est normal, c'est très tôt. En Suède, en fait, il y a 1 an de congé, 480 jours de congés parentaux à se partager. Et il y a de crèche et d'assistante maternelle avant 1 an, parce qu'ils considèrent que l'enfant avant 1 an n'est pas prêt à se décoller de ses parents, j'imagine. D'ailleurs, l'OMS recommande ça aussi. Et donc en France, c'est bien évidemment le contraire. donc c'est hyper tôt. La plupart des mères ont très mal vécu ça. En plus, elles dormaient pas. En fait, souvent, tu mets tout le temps à la crèche et genre le 4e mois, c'est le pire parce que tu as la régression du sommeil qui arrive et c'est en même temps. Enfin, c'est super dur. Et en plus, depuis qu'elles sont à la crèche, bien évidemment, elles ont chopé leur bébé et elles ont chopé tous les virus de l'hiver. C'est un carnage. Moi, j'y échappe du coup. Mais complètement. Ouais. Donc c'est vrai que ça me donne pas trop envie. Après, là, je parle des points négatifs de ça qui me fait dire que j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai quand même un pendant un peu négatif qui est que du coup, je peux rien faire pour moi. Hein. Je fais très très peu de choses pour moi. Hein. J'ai pas repris de sport, d'activité seule, etc. En même temps, entre salariés, je pense que on est toutes pareilles là-dessus. Ouais, c'est sûr. Il y en a. Ouais, c'est sûr. C'est pas forcément mieux en fait. Mais en tout cas, d'un côté, comme j'ai pas de mode de garde, c'est pas facile parce que du coup, je suis censée trouver des solutions. Enfin, à la base, je m'étais dit peut-être que je vais attendre jusqu'à janvier avant de retravailler ou voire plus, puisqu'on n'a pas de mode de garde. Mais en fait, Pierre, comme il est en télétravail et que il y a quand même, il n'a pas des visios tout le temps. Enfin, il peut adapter son planning aussi, travailler plus le soir, etc. Du coup, pendant mes visios à moi, donc c'est très compliqué de s'organiser, mais pendant mes visios, il faut que je demande son planning pour pouvoir faire en sorte qu'il garde Antoine. Clairement, c'est pas possible tout le temps. Il y a des visios que j'ai faites avec des clients et des partenaires, désolée pour eux, avec Antoine à côté. Parfois, il pleurait, parfois pas du tout, ça dépend. Je pense que là-dessus, effectivement, les gens ont beaucoup changé depuis le confinement et qu'on est beaucoup plus tolérants qu'avant. Ah oui. Franchement, j'ai eu aucun client ou prospect qui m'a dit que ça le dérangeait. Parce que j'ai prévenu tout le temps, j'ai expliqué. J'ai même prévenu en disant je suis même pas sûre de pouvoir vous accompagner sur ce projet-là parce que non. Et la personne m'a dit si, il n'y a aucun souci, je suis sûre que tu peux le faire. donc voilà, j'ai même une partenaire que j'ai rencontrée à Marseille et qui est maintenant au Québec. Et elle m'a dit aucun souci. Bref. Donc non, j'ai pas eu de souci. Après, j'ai la chance, moi, j'ai vraiment la chance de faire un métier qui nécessite juste l'accès à une connexion. Tu vois, je peux rédiger un texte, des noms sur mon téléphone de n'importe où. Je suis pas obligée d'être devant l'ordi, posée sur le bureau. Tu vois, donc si c'était pas le cas, je pense que ce serait très 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 compliqué pour le coup. Ouais. Donc j'ai vraiment de la chance d'être flexible.
Et depuis que tu es devenue maman, est-ce que tu as revu un peu ton positionnement par rapport à ton entreprise? Est-ce que tu as un petit peu plus de lâcher prise? Alors c'est vrai que là, tu reprends petit à petit, mais Oui, est-ce ça que fait un mois. tu sens que tu réagis quand même différemment? Est-ce que quelque part, tu aurais revu tes priorités ou pas encore? Oui, oui, totalement. Je suis aussi passionnée. En fait, j'ai pas eu d'obligation de reprendre pile il y a un mois et demi. C'est en fait, d'ailleurs, je l'ai dit à personne. En fait, quand les gens me demandaient quand j'allais reprendre, je disais je ne sais pas. Et d'un coup, sans le dire à personne, j'ai eu envie de reprendre parce que j'ai commencé à échanger avec des partenaires et à parler de ma passion, de mon métier, quoi. Et là, je me suis dit, bref. Et en fait, ça s'est fait petit à petit. Ils m'ont mis sur des projets, même sans qu'on se le dise vraiment, quoi. Enfin, et au final, voilà. Surtout qu'il y a eu des projets qui m'ont attendu, alors pas forcément volontairement, mais des projets qui ont été ralentis, qui au final se sont faits que maintenant, notamment sur la parentalité, et qui devaient se faire à la base en juin, et normalement je devais pas le faire. Et en fait, finalement, ça s'est fait, donc je me suis dit, bah, c'est super intéressant, je vais le faire. Fanny, avec qui je travaille beaucoup, donc qui me disait, bah, je t'attends, mais pas de souci, hein, dis-moi, mais tu vois, bah, j'ai eu envie de recommencer petit à petit, mais sans me mettre de pression côté côté deadline, parce que bah, je suis quand même un peu plus lente. Et en quantité aussi, il faut que je fasse attention. Oui. Mais pour l'instant, ça se goupille bien. Et oui, mes priorités, clairement, elles sont revenues dans le sens où je suis plus stressée déjà par le boulot. Alors que par ailleurs, ça pourrait l'être parce que côté organisation, c'est pas si facile. Bien sûr. Mais ouais, non, c'est vrai que j'ai pas de stress par rapport à ça. Et oui, de toute façon, en fait, t'as juste pas le choix. Donc, j'ai même pas à réfléchir, à me dire comment je. Enfin, c'est juste qu'en fait, quand le bébé pleure à côté, t'es obligé de t'en occuper, quoi. Donc, voilà. Vaut mieux prévenir, en fait, pour être plus à l'aise, vaut mieux prévenir les partenaires et les clients avant, en disant, voilà, si à un moment je te réponds pas à ce moment-là, bah, désolé, c'est juste que je peux pas faire autrement. C'est comme ça, quoi. Complètement, complètement. Et pour l'année 2023, comment tu as prévu l'organisation, justement? Du coup, j'aurai pas de mode de garde avant juin. Donc, bah, je vais continuer pareil, du coup, là, avec Pierre qui va de plus en plus, je pense, garder en forfait. On va de mieux en mieux s'organiser, je pense. Ouais. Mais oui, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, on essaye. Mais oui, je pense que ça va le faire comme ça. Il faut juste que je fasse attention à ne pas prendre trop de projets comme avant, parce que c'est possible que je retombe dans mes travers aussi quand même. Ouais. Est-ce que finalement, l'arrivée d'Antoine t'oblige quelque part? On en a parlé tout à l'heure par rapport à tes partenaires auxquels tu fais appel maintenant. Est-ce que ça va t'obliger encore plus à revoir l'organisation de ton entreprise, peut-être pour atteindre une étape en plus? Ouais, c'est vrai qu'à la base, j'ai toujours dit non, je veux pas trop sous-traiter, je veux pas. Voilà. Je disais non, moi, je vois ça un peu seul, puis si j'ai besoin d'aide là-dessus, mais voilà. Là, en fait, c'est sûr que comme je ne vais pas pouvoir bosser autant, c'est sûr, je ne veux pas, dans tous les cas, travailler autant qu'avant, je ne pourrai jamais atteindre le même chiffre d'affaires si je garde mes tarifs à ce prix-là, qui sont. Enfin, comme je travaille beaucoup pour des entrepreneurs solo et des TPE, PME, clairement, ils sont accessibles, hein, même si pour eux, c'est déjà beaucoup, mais voilà, très accessible par rapport à d'autres qui travaillent pour des grands groupes. D'ailleurs, j'ai pas les mêmes tarifs forcément pour des grands groupes. Mais il va falloir dans tous les cas que je choisisse des projets plus rentables, pas forcément mieux payés, mais en termes de temps passé perçu, quoi. Tu vois, si je sens que ça va être un truc sur lequel je vais rien gagner, bah, malheureusement, je vais pas toujours pouvoir dire oui. C'est ça. Et côté organisation, oui, c'est ça, sélectionner les projets qui me plaisent le plus aussi, surtout. Oui. Et aussi, oui, beaucoup, je pense, renvoyer vers mes partenaires, que ce soit pour de l'apport d'affaires si je peux pas le prendre, ou que le partenaire, là, c'est ce qu'on est en train de faire, prenne le projet lui, mais me fasse travailler un petit peu dessus. En fait. Bon, super. Tes prochains objectifs pour 2023, 2024? Reprendre, à titre personnel, reprendre le yoga et tu vois, essayer d'arriver quand même à mieux m'organiser. Et je pense que c'est faisable, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour le matin, tu vois, par exemple. Oui. Et oui, essayer d'avoir une routine un peu plus régulière, même si j'ai jamais aimé la routine à la base, et que j'ai toujours aimé la flexibilité et pouvoir changer chaque jour ce que j'allais faire.
Ouais. Mais là, aujourd'hui, je ressens quand même le besoin peut-être d'avoir des choses un peu plus fixes, surtout que les siestes commencent à se figer sur les mêmes horaires, ce qui n'était pas le cas avant. Et même si ça se décale un peu, n'est-ce pas? Mais, mais en tout cas, oui, je pense que là, je peux commencer à m'organiser un peu et par exemple à reprendre une activité pour moi par semaine, etc. Ok. Et si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui veulent se lancer, et notamment ceux qui ont également le projet de devenir parents, qu'est-ce que ce serait? Bah, ouais, suivre leur intuition, je pense, Ouais. parce que, enfin, ça suffit pas non plus. Hein. Il y a un moment, faut pas non plus, on se lance pas à son compte comme ça sans avoir rien planifié. Quand je disais que je me suis fait accompagner à l'époque et que j'avais créé mon site, etc., ça montre que je l'ai pas fait. Mais en même temps, tu as quand même un gros côté intuition et tu sens si c'est le bon moment ou pas aussi. Ouais. Et si du coup on est persuadé, enfin, si on sent que c'est le bon moment, ne pas se laisser décourager par les autres aussi. Parce que moi j'ai quand même beaucoup entendu depuis le début non mais ça va être trop compliqué, tu vas pas y arriver, etc. Et heureusement que j'ai cru en moi, quoi. Complètement. Bon, Donc ouais, un petit côté rationnel plus émotionnel, tu sais, dans la gestion de l'entreprise. un petit mix. Bon, génial. Bah écoute, je te remercie en tout cas. Merci beaucoup à toi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Amandine pour son partage et pour cet échange très sincère et rempli de bons conseils. J'espère que cette discussion et que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Et je vous remercie encore pour votre soutien et pour votre écoute. Vous pouvez retrouver Amandine sur les réseaux et sur son site Made with Curiosity. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode et également sur la page Instagram Business et moi pour vous partager plein d'astuces finances. Je vous dis à bientôt!